Musique Matin, Christophe Bourseiller. Bonjour Emmanuel Leroy-Ladurie. Bonjour. Emmanuel Leroy-Ladurie, vous êtes alors un historien, de nos grands historiens. Quand je vois la liste de tous les livres que vous avez publiés, depuis Les paysans du Languedoc, Histoire du climat depuis l'an 1000, Montaillou, village occitan, enfin tant de livres qui ont eu d'ailleurs souvent un très très grand succès. Et puis il y a eu surtout ces dernières années un livre en 3 volumes qui était L'histoire humaine et comparée du climat. Et là, vous publiez chez Fayard un nouvel ouvrage que vous avez coécrit avec Daniel Rousseau et Anouchka Vazak qui s'appelle Les fluctuations du climat de l'an 1000 à aujourd'hui. C'est un résumé de votre travail. Et finalement, on est toujours en train de se dire, il y a ce débat, vous savez, entre ceux qui disent que la Terre se réchauffe, ceux qui disent que ça ne se réchauffe pas, ceux qui disent que c'est naturel. Enfin, on ne comprend plus. On dit toujours, la météo se détraque. Et vous êtes l'historien du climat. C'est très original ce que vous faites. Comment vous faites pour retracer l'histoire du temps qui fait? Alors d'abord, j'ai commencé en 1960-67, donc à une époque où c'était pas tout à fait d'actualité, puis l'histoire m'a rattrapé, et je ne vais pas me plaindre. Alors, les fluctuations du climat, on les connaît par les glaciers, notamment ceux des Alpes, les glaciers de Chamonix, la mer de glace. On les connaît bien sûr par le thermomètre. Et désormais, nous avons, grâce à monsieur Daniel Rousseau, Madame Vazak, une série thermométrique française qui commence en 1676, chaque mois, chaque année, alors que la série anglaise commence en 1658 et que bientôt nous allons peut-être rattraper les Anglais. Enfin, chut. Mais comment on fait pour savoir combien il faisait le 28 janvier 1676? Eh bien parce que depuis 1676, on a des séries thermométriques en France. Encore faut-il, les thermomètres étaient en usage chez quelques privilégiés. Il y a des gens qui notaient le temps qu'il faisait tous les jours. Notamment Louis Morin faisait sa prière à 3h du matin et notait le temps qu'il faisait à 3h du matin. C'est ça, et puis à midi. Aujourd'hui, il fait froid. C'est un médecin, bien sûr. Alors, il y a donc le thermomètre, il y a les dates de vendange, ou de moisson, du reste, puisque plus la vendange est tardive, il y a bien d'autres causes. Mais enfin, l'une des causes, c'est que le climat a été frais pendant le printemps et l'été. Plus elle est précoce, ça veut dire que le climat, on s'en doute bien, l'été a été chaud. Et plus l'été est chaud, plus le vin est bon, si j'ai bien compris votre livre. Alors, d'autre part, il y a également la qualité du vin, qui, pas toujours, mais souvent, en 1978, l'été a été mauvais, mais l'automne a été bon. On a eu un vin excellent, mais c'est un cas spécial. Donc, et ça, les dates de vendange, on les a, grâce à Madame Do et à quelques autres, depuis 1370, donc depuis le XIVe siècle. Mais vous remontez bien plus haut, parce que vous dites, par exemple, au XIe siècle, il y a eu un réchauffement déjà. Alors, je remonte jusqu'à l'an 1000, pas tellement avant, le dernier millénaire. Et effectivement, les glaciers alpins sont plus courts, mais c'est pas peut-être d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre, entre 1000 et entre l'an 1000 et l'an 1250 ou 1300. C'est ce qu'on a appelé le petit optimum médiéval, qu'on appelle aussi le POM. Mais ce petit optimum était très agité. Ensuite, et ça, les glaciers alpins avancent d'un bond parfois de 40 mètres par an au XIVe siècle. Puis ils se calment, puis alors c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire de l'âge classique, leur poussée, deuxième moitié du XVIe, et ils ne reculent vraiment qu'à partir de 1855 à peu près, 60, mais le réchauffement contemporain ne commence lui que en masse, il faut voir, que vers 1910. Mais alors, votre livre s'appelle Les fluctuations du climat de l'an 1000 à aujourd'hui, mais effectivement, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'idée de la fluctuation. Oui. Par exemple, vous faites quelque chose qui est assez poétique, d'ailleurs, c'est que vous donnez des noms à vos fluctuations. Oui. Alors, il y a la fluctuation Galilée, la fluctuation Mazarin, Colbert, Vauban, Saint-Simon, et ainsi de suite. C'est assez beau, cette façon d'illustrer par des noms de fluctuations. C'est quoi une fluctuation? Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais, je vais prononcer l'anglais à la française, Atlantique multidécennale oscillation, AMO. Et donc, une fluctuation qui peut durer, c'est très variable, c'est pas du tout le cycle solaire, peut durer 25-30 ans. Elle comporte au début une série d'années plutôt tièdes, et avec quand même des années froides, c'est très variable, et ensuite une série d'années plutôt fraîches. Alors, au XXe siècle, ça continue, mais le mouvement du réchauffement est tel que les fluctuations sont emportées par cette houle du réchauffement depuis 1910. Mais auparavant, le climat était assez stable, avec quand même, et par conséquent, prenons un exemple sous Colbert ou la fin de Colbert. À partir de 1676, on a de très belles années, des printemps, des étés chauds, des belles récoltes de blé, le prix du blé est bas, et puis à partir de 1687 jusqu'à la fin du XVIIe, des fraîcheurs et
de très grandes famines, alors pas tout le temps. Mais finalement, vous pensez que la révolution, par exemple, de 1789, ça a joué Alors là, le climat? elle est liée à tout ce qu'on sait, d'après Soboul et Furet, la bourgeoisie, la noblesse libérale, l'endettement de l'État. Bon, c'est évidemment ça qui est essentiel. Mais il y a un petit coup de pistolet, un petit coup d'accélérateur qui est dû à une mauvaise année et demie, les pluies de fin 1787 sur le blé, un printemps trop chaud, des chaudages et un été chaud et plein d'intempéries. La récolte est diminuée de 30%, le prix du blé augmente, les gens sont dans la rue, il n'y a pas un mort, la France c'est déjà pas mal modernisé, mais les émeutes, ce qu'on appelle les émeutes de subsistance, prélude à la Révolution, les deux plus grandes émeutes de subsistance à Paris sont le 13 juillet 89 et le 14 juillet, vous savez ce qui se passe. On va revenir à votre livre parce qu'il y a donc qui s'appelle Les fluctuations du climat de l'an 1000 à aujourd'hui. Parce que la question évidemment la plus importante qu'on veut vous poser, vous qui êtes un historien du climat, c'est le climat est-il devenu fou? Parce que vous savez qu'il y a ce gros débat aujourd'hui entre Claude Allègre, les autres, le GIEC, sur cette question dont on a beaucoup parlé du réchauffement climatique. On a beaucoup entendu les scientifiques et pas tellement les historiens. Or vous êtes une autorité sur ce sujet-là. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'abord ça se réchauffe? Est-ce que la Terre se réchauffe? Alors écoutez, parlons de la France, qui est un élément intéressant. La température moyenne de la France, Corse comprise, était de 11,7 annuelle vers 1910. Progressivement, elle augmente avec des hauts et des bas, mais enfin, elle augmente, elle passe à 12 degrés dans les années de guerre et d'après-guerre 1940-50, qui furent de belles années, mais malheureusement, on n'en a pas toujours assez profité. Et puis, elle retombe un peu à 11,7 de 1950 à 1970, ça se rafraîchit un petit peu. Et puis, maintenant, elle était à 13 degrés, à 12,9 plus exactement, de 2000 à 2010. Donc, elle s'était réchauffée. Actuellement, pour la France, le monde, ça doit continuer. Il n'y a qu'à voir les malheureux types qui sont obligés d'évacuer les îles du Pacifique parce que le niveau de la mer monte légèrement. Actuellement, il est possible qu'elle plafonne. On ne peut même pas exclure qu'il y ait un petit déclin, mais la tendance séculaire est bien au réchauffement. Alors, par exemple, là, on était à 12, vous dites 12 en l'an 2000, c'est ça, 12 degrés? On a été à 13 vers 2006, et c'est un petit peu retombé. Donc ça rebaisse un peu, donc oui, c'est une augmentation qui est assez, qui n'est pas non plus... Oui, mais enfin, on n'est jamais qu'à 12,9. Donc pour la décennie 2000-2010, mais... En principe, il y a deux hypothèses. Ou bien le réchauffement continue tranquillement pendant le siècle qui vient, ou bien on peut avoir effectivement un plafonnement pendant 10, 20, 30 ans. Mais enfin, étant donné ce qui se passe avec le CO2 et le reste, il est quand même probable que le 21e siècle sera un siècle de réchauffement. Oui, mais alors en même temps, si vous êtes très prudent sur cette question-là, vous faites remarquer qu'on a commencé à parler des gaz à effet de serre à partir de 1979. Hein, c'est relativement récent finalement, cette obsession, cette peur du réchauffement humain. Arrhenius, qui est un physicien suédois, scandinave en tout cas, de la fin 19e et début 20e, avait découvert de façon assez géniale que le CO2, l'injection de CO2 dans l'atmosphère pouvait faire un réchauffement, et il espérait même réchauffer la Scandinavie, ce qui est assez amusant. Mais pendant longtemps, on n'y a pas fait très attention. On a quand même constaté que les glaciers alpins sont en état de recul depuis, ils ont toujours 7-8 ans de retard, parce que le glacier réfléchit avant de réagir au climat, depuis 1930-35. Alors, ils ont reculé, ils ont un petit peu avancé, mais du point de vue du désépaississement, je m'excuse de ce terme, la perte d'épaisseur des glaciers, elle est constante depuis 1935 jusqu'à... C'est une tendance constante. Et ça ne peut pas être un petit optimum comme on a eu au XIe siècle? D'abord, le petit optimum du XIe siècle était lui-même assez agité. Ça pourrait l'être. Mais enfin, l'énorme injection de CO2 et d'autres gaz à effet de serre en ce moment laisse à penser que ça pourrait continuer avec des plafonnements, bien sûr, des plafonnements momentanés, comme on en a eu un. En principe, c'est depuis 1910-1911 que le réchauffement par effet de serre, le réchauffement, la recul des glaciers alpins commence violemment vers 1860 maintenant. Puis il se calme en 1880, et ça n'est pas le vrai réchauffement. Mais le vrai réchauffement de la planète commence vers 1910. Vous dites que la canicule de 2003, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire? Non, on n'avait pas vu ça, mais enfin on trouve des belles canicules au XVIe siècle. Il faut dire ce qui est. Donc il y a quand même le fait de la variabilité.
C'est-à-dire que par exemple, nous allons encore avoir certainement des hivers froids, peut-être un peu moins nombreux, peut-être un peu moins violents que le dernier grand hiver, qui est celui de 1963, 62-63. Mais enfin, on aura... Et alors, chaque fois que les gens ont les pieds dans la neige, ils disent « Ah ben, vous voyez, le réchauffement est une blague ». C'est pourquoi vous remarquerez qu'à propos, par exemple, de la canicule du mois d'avril et de celle du mois d'août-septembre, je crois... Vous parlez de la France, là, de cette oui, année? de la France, les scientifiques se sont bien gardés de mettre en cause le réchauffement, parce qu'ils savent que ça peut être simplement de la variabilité. Mais la tendance longue, décennale, multidécennale, voire séculaire, semble assez claire quand même. Mais en 2003, il y a eu un événement, c'était 40 degrés, tandis que C'est là, ça. les canicules qu'on a eues, il faisait beau et Il y a plutôt eu quand même un agréable. petit peu... Enfin, oui, alors 2003, c'est probablement un effet, entre autres, du réchauffement, mais enfin, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est de la variabilité. Ce qui compte, c'est la tendance sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, et là, elle est indéniablement au réchauffement. Alors on en vient quand même au sujet essentiel, Emmanuel Leroy-Ladurie. Donc il y a un réchauffement, vous nous dites, c'est vrai, on l'a constaté indéniablement, encore que ça peut plafonner. Mais ce réchauffement, est-ce que c'est notre faute? Alors, il faut À nous les hommes et les distinguer, femmes. il Ah, faut c'est pas distinguer les époques. Vous avez par exemple un très beau réchauffement, moindre qu'aujourd'hui, entre 1718 et 1738, avec des vins excellents, trop abondants, de belles récoltes de blé, etc. Vous avez aussi... alors, quels sont les facteurs? Pour le réchauffement, ça peut être un léger coup d'accélérateur, mais très faible, donné par le soleil. Et puis, il y a le problème des volcans. C'est-à-dire que les volcans distribuent en toute période, plus ou moins nombreux, des particules qui arrêtent un peu le rayonnement solaire. On a le cas célèbre du volcan de Tambora, en Indonésie, en avril 1815, qui a créé une année sans été. En 1816, une année pourrie, avec de mauvaises récoltes de céréales, d'une mortalité en France à cause de ça, mais pas très forte, peut-être 30 000 morts, pas plus. C'est quand même pas mal. Non, une vraie famine, c'est 200 000 morts, Ah oui. ou même 400 000, enfin autrefois, bien sûr. Et donc, ce volcan de Tambora, ça n'a rien à voir avec le CO2. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'industrialisation depuis essentiellement. Le point de départ, c'est en 1770. Mais le climat ne s'est pas réchauffé aussitôt. En Angleterre, la machine à vapeur, la nouvelle métallurgie, l'extraction forcée du charbon. Enfin, et donc, au début, ça n'a pas d'inconvénients spéciaux pour le climat. Mais à partir de 1910 à peu près, surtout les hivers, puis ensuite les autres saisons, et surtout à partir de 1929, le climat se réchauffe lentement. Les glaciers reculent, c'est pas désagréable, on a des magnifiques années à vin, en particulier en 1945, le fameux mouton Rothschild, ou le château Yquem de 1921, etc. Puis, ça se calme, je le disais, et à partir de 1904, surtout 88, avec les années très chaudes, les étés très chauds de 88, 89, 90, ça repart très fortement, et on a gagné en France 1 degré depuis cette date. Alors, moi, je ne suis pas scientifique, je suis pas scientifique à part entière, je suis historien. Enfin, je connais bien le dossier. J'ai l'impression que le dossier CO2 et d'autres gaz à effet de serre est très convaincant. Donc vous pensez qu'effectivement, c'est l'activité humaine qui explique aujourd'hui le réchauffement? Alors, le réchauffement entre 1910 et 1950, bon, il doit y avoir un rôle de l'activité humaine, mais c'est peut-être aussi tout simplement un mouvement dû à plus ou moins d'explosions volcaniques, plus ou moins de petites actions du soleil. L'année dernière, il y a eu, je me souviens, ce volcan islandais, là, qui, par exemple, on ne pouvait plus circuler, les avions C'est étaient ça. bloqués. Alors, le volcan islandais, en 1783-84, M. Garnier a étudié ça, ça nous donne un été chaud et un hiver très froid pour des raisons de particules qui sont tantôt dans l'air, tantôt qui retombent au sol. Enfin, c'est une histoire compliquée. Et il est certain qu'un coup de volcan a tendance plutôt à rafraîchir le climat, mais pas pendant longtemps, pendant 1 an, peut-être 1 an et demi. Donc c'est un facteur... Et alors là, justement, ces dernières années, vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup d'événements de cette nature. Des éruptions volcaniques, il y a eu des déchaînements, des tremblements de terre. Oui, le tremblement de terre n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, des éruptions volcaniques, est-ce que ces éruptions volcaniques, ça compte aussi? Ça a pu jouer un rôle et ça aurait en principe plutôt rafraîchi le climat. Or, depuis 1988, on a quand même en France, et alors, dans l'échelle mondiale c'est un peu plus ou un peu moins,
on a gagné un peu plus 1 degré ou un peu plus d'1 degré. Ouais. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas un scientifique à part entière, mais je connais le dossier et j'ai l'impression qu'il est bon. Maintenant, d'autres gens peuvent avoir un avis différent. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, ça se réchauffe, on l'a compris, mais ça plafonne, hein. Mais bah, écoutez, je vous remercie pour le moment. Merci beaucoup, Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, c'est un livre qui est formidable parce que c'est un livre qui fait la synthèse d'un gros livre en 3 volumes. Oui. Donc, ça évite de lire les 3 volumes si on n'a pas la formation scientifique requise. Et donc, c'est un livre que vous avez coécrit avec Daniel Rousseau et Anouchka Vazak. Les fluctuations du climat de l'an 1000 à aujourd'hui. Ça vient de sortir chez Fayard. Merci, Emmanuel Leroy-Ladurie.